Énorme record de vues pour la Warner avec la première bande-annonce du Joker 2 qui surpasse Barbie pour le premier jour de démarrage et cumule 167 millions de vues sur l'ensemble des plateformes confondues. Ah bon, bravo la Warner, mais vous n'avez aucun mérite. On sait tous que les vidéos de clowns cartonnent sur YouTube depuis qu'on a vu les derniers shorts de Thibaut InShape. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 446e JT Comics et la candidate aux élections européennes Juliette de Cauzan affirme que oui, elle a utilisé l'IA pour modifier sur son affiche de campagne son teint de peau, son maquillage, son ventre, mais absolument pas pour modifier ni son visage ni sa poitrine. Et j'affirme qu'on peut la croire, déjà parce que c'est une femme politique proche des macronistes et qui nous ont pas donné l'habitude de mentir, et deuxièmement parce que ce n'est pas à l'intelligence artificielle qu'elle a fait appel pour modifier son affiche, mais à Rob Liefeld. La position est claire et nette, c'est le Captain America, Captain Juliette, mais posons-nous plutôt sur les news de la semaine. Xenomorph. La news vient tout juste de tomber, c'est officiel, on va avoir droit au clash entre deux énormes franchises, Avengers versus Alien, et en plus par deux grands talents de l'industrie, le scénariste Jonathan Hickman et l'artiste Esad Ribić. Jonathan Hickman, on le connaît puisqu'il a déjà pris en main les X-Men, les Vengeurs et les 4 Fantastiques dans des récits qui laissent profondément leur marque sur leurs personnages, et Esad Ribić, c'est un artiste qui fait des peintures sublimes, cinématographiques, grandioses, épiques, qu'on a pu voir sur du Conan, sur du Thor, sur du Silver Surfer Requiem, sur de la Uncanny X-Force ou encore sur des Éternels et du Secret Wars. Donc il me tarde de voir ça. On nous promet quelque chose qui va se passer dans le futur avec des Vengeurs plus vieux, et Hickman dit qu'il a trouvé une manière de venir aliéniser les Vengeurs et de vengeriser les aliens dans cette invasion par les xénomorphes de la Terre. Ça sort en juillet, c'est un day one. Et en plus, le rachat de la Fox par Disney qui a rendu ça possible, le rend également possible au cinéma, donc tous les espoirs sont permis. Grand écran. Dans l'actu ciné cette semaine, c'est Reacher versus Marvel. Je vous l'avais dit qu'il était de plus en plus agressif. L'acteur Alan Ritchson veut mettre ses 107 kilos dans le costume de Batman et dans la gueule du MCU, puisque celui qui a incarné Aquaman dans Smallville a déclaré qu'il était fatigué devant les films Marvel qui régurgitent les mêmes histoires de comic books qu'on a vu 1000 fois juste parce qu'il pense que c'est comme ça qu'on peut se faire de la thune. Bon, déjà, il a un petit peu tort, c'est souvent bien mieux dans les comics, parfois pas, attention, mais il déclare que lui est là pour changer ça. C'est peut-être pour changer ça qu'il avait auditionné pour être Thor dans le MCU, Marvel qui privatise la mythologie nordique. Peut-être que Kevin Feige l'aura entendu depuis la CinemaCon où Casketman est venu présenter le nouveau logo du prochain Captain America et Brave New World, ainsi que 2 images exclusives du film où on voit les débuts d'Harrison Ford dans la peau du général Ross, un rôle qui avait été recasté après la mort de l'acteur William Hurt. Et étant donné que Han Solo ne semble pas spécialement avoir eu envie de se faire greffer un balai brosse sous le nez, il y a une scène où ils ont fait du méta, du malin, où on entend Sam Wilson dire à Ross, je ne m'habitue pas à ce nouveau look, à quoi l'intéressé répond, moi non plus, ils m'ont dit soit vous perdez la moustache, soit vous perdez les élections. Comme quoi les conseillers politiques ont bien changé depuis l'Allemagne de 1933. Et en parlant de moustache justement, est-ce que vous savez ce qu'ils ont ajouté après le nouveau logo pour le film Les Thunderbolts, un astérisque. Et Kevin Feige a déclaré qu'on n'en saurait pas plus avant la sortie du film, ne pas savoir ce que signifie l'astérisque avant l'accident. Si on était sur un contrat d'assurance, on pourrait parier qu'on va se faire baiser. Là, il y en a beaucoup qui misent sur un changement de titre de dernière minute. Ça deviendrait Dark Avengers selon eux, c'est plutôt malin niveau marketing, mais pourquoi pas maintenant? Je ne sais pas, c'était l'époque où dans les grands crossovers des années 2000, Norman Osborn avait pris le pouvoir sur l'univers Marvel et où il y avait beaucoup de vilains qui se cachaient sous les déguisements des héros de la Maison des Idées. En attendant, on a encore aperçu Henry Cavill, ou plutôt David Corenswet, et on a pu jouer au grand jeu du moment qui est de dire à quel point il a pris de la masse musculaire pour incarner le prochain Superman du DCU. Et ce qui est sûr, c'est qu'il en a pris, son père peut être fier, le vrai ainsi que celui qui incarnera le père adoptif de Clark Kent à l'écran, puisqu'il a été sélectionné, c'est Prute Taylor Vince, on dirait Wilson Fisk s'il n'avait pas mal tourné, tandis que c'est Neva Howell qui incarnera la mère adoptive de Clark Kent, Martha, et elle on dirait plutôt Ségolène Royal si elle avait kiffé le club Dorothée. En parlant d'adaptation, le récit définitif ultime des Tortues Ninja va être adapté à l'écran, The Last Ronin, par Peter Laird, Kevin Eastman, Tom Waltz, Esau et Isaac Escorza. Ça sera adapté par Tyler Burton Smith, à qui on doit le futur Boy Kills World. On nous promet évidemment du R-rated
R-rated, du violent, du mature, et elles vont être mignonnes, hein, les 4 petites tortues ensanglantées quand on va voir un Keanu Reeves qui rejoint la saga Sonic, qui va nous faire des lasagnes de Niglo, et là on va comprendre ce que c'est du R-rated. De la suite dans l'idée. Plusieurs suites sont au centre de l'actu ciné de la semaine, avec cette rumeur qui dit que Sam Raimi, après avoir réalisé la toute première trilogie sur Spider-Man, reviendrait sur le personnage pour réaliser le 4e opus de l'enfant partagé entre les studios Sony et les studios Marvel, surtout maintenant qu'après une première trilogie, Tom Holland semble être revenu aux sources du personnage, et donc après s'être essayé au Docteur, à la Sorcière, pourquoi pas revenir au tisseur, hein. Sinon c'est Simu Liu qui nous promet qu'une suite de Shang-Chi va arriver. Donc on sait que t'aimes bien Ken maintenant, donc pourquoi pas nos anneaux. Il y avait un vrai potentiel, une prise de risque et un petit feeling phase 1 à cette origin story. Et en parlant de Ken d'ailleurs, Zack Snyder a déclaré qu'il aimerait pouvoir finir sa trilogie Justice League en dessin animé, pourquoi pas. Et il a surtout déclaré ses plans pour le Wonder Woman 1854, le film qui avait été avorté par la suite. Il déclare que Wonder Woman, Diana, quittait l'île pour aller à la recherche d'Ares, donc elle allait sur toutes les zones de guerre, et là-bas, eh bien forcément, elle tombait amoureuse de plein de soldats. Elle ne vieillissait pas, c'est la loi Cabrel, hein, puisqu'elle est en train de faire toutes les guerres. Eux vieillissaient en revanche, et tous les 10 ans à peu près, il y avait un roulement, donc ils souffraient d'être remplacés par le soldat plus jeune qui arrivait, jusqu'à Steve Trevor. Hein. Ça, c'est un synopsis de Mal Alpha. Je suis persuadé que le titre complet, c'était Wonder Woman, pineur de guerre, et que le slogan du film, c'était « Quand la guerre est sale ». Très sale. Retour. Comme disait le chanteur qui faisait aussi des gages en tant qu'électricien, un gros bosseur, ça s'en va et ça revient. Et l'actu comics de la semaine est faite surtout de retours. Tout d'abord le retour de trop de temps libre et de beaucoup de conneries, puisqu'on a vu sur les réseaux sociaux poster des vidéos de gens qui brûlent des photos imprimées de Tom Taylor, le scénariste, avec lequel ils n'ont pas la même vision des personnages ou des désaccords tout simplement, et pourquoi pas, mais de là à brûler quelque chose simplement parce qu'il vous a bloqué sur Twitter, ça veut peut-être dire qu'il avait raison à la base de vous bloquer sur Twitter. Et puis c'est aussi le retour de la violence et des belles baraques, et rien à voir avec Stéphane Plaza, puisqu'on est chez DC, pas sur M6, c'est que Alvaro Martinez Bueno, James Tynion IV et Jordi Belair sortent une suite à The Nice House on the Lake. Maintenant on change, c'est The Nice House by the Sea, donc près de la mer. Donc cette histoire d'horreur surnaturelle où des gens sont réunis dans une maison. La première fois c'était 12 amis, là ça va être 10 inconnus qui sont les meilleurs dans leur domaine, qui sont réunis par un certain Max, et ça va virer au cauchemar en surnaturel. Chez Marvel, c'est le retour d'un univers tout entier, ainsi que du recyclage des noms d'événements populaires. Marvel, ça rime avec Adèle, et les deux savent faire de leur fin les débuts de belles histoires. L'univers 2099, imaginé en 1992, revient à cet univers futuriste dans lequel étaient plongés certains personnages de chez Marvel, et il sera mélangé avec le crossover Annihilation, puisqu'il sera plongé au centre d'une guerre cosmique. Annihilation, c'est l'un des meilleurs crossovers cosmiques de la Maison des Idées post-année 2000, et on y voyait tous les héros cosmiques se battre contre les vagues d'Annihilus. Là, c'est Steve Orlando qui va être aux commandes et qui va développer l'univers 2099 en ajoutant Dracula, un Hulk rouge, du Wakanda, ainsi qu'un dernier Nova. On ne sait pas exactement qui c'est, on verra bien. Chez DC, c'est non pas le retour du fait qu'il copie Marvel et que Marvel copie DC, ça a toujours existé, mais c'est plutôt le retour, le grand retour de Scott Snyder, le scénariste, qui sera chargé de chapeauter, mais de très loin, un univers, une nouvelle gamme qui serait comparée à la gamme Ultimate de chez Marvel, à savoir on prend les héros populaires, on fait fi complètement des 40, 50, 80 ans de continuité et on les réinvente pour un lectorat moderne. Ça s'appellerait Absolute DC. On pourrait dire oui, il y a déjà Earth One pour ça. Oui, mais là apparemment ils chercheraient vraiment à prendre tout plein de créateurs populaires, à leur laisser une carte blanche et à voir ce qu'il en ressort. Mais la seule contrainte, c'est que l'univers ne soit pas cloisonné. Toutes les histoires sont reliées, contrairement à ce qui peut se faire sur le Black Label. Et là, on verra s'ils ont le droit de montrer absolument la sainte tub de Batman, complètement censurée sur le label mature de l'éditeur. Donc n'y comptez pas trop. Et contrairement au Black Label, ça sera intégré entièrement à la grande continuité d'ici, qui va entrer dans une nouvelle ère. Donc là, ça ne sera pas cloisonné, ce sera dans l'ère de ce qui va être appelé le all-in, tout dedans, qui est un terme qu'on utilise aussi dans les soirées échangistes et au poker. Donc à tout moment, c'est Patrick Bruel qui vient chapeauter le truc. DC All-in, c'est surtout le pari de venir conjuguer en douceur la grande réforme et la grande relance des New 52 avec ce qui avait été fait 5 ans plus tard dans un esprit de lissage avec le DC Rebirth, mais sans venir tout chambouler, sans venir tout recommencer, puisque la continuité va perdurer, notamment avec l'initiative All Stars Superman et les créateurs de talent qui reviennent. C'est le retour de Gail Simone
Simon sur le titre Action Comics. Ça n'avait plus été depuis au moins 10 ans et elle revient dans le cadre d'un jeune Clark Kent qui va devoir repousser une invasion extraterrestre interplanétaire. C'était à l'époque où il avait encore son logo qui ressemblait au logo de Skype sous LSD. C'est aussi le grand retour d'un des scénaristes les plus cultes pour les X-Men, Chris Claremont, qui est payé depuis plusieurs décennies par Marvel pour rester en contrat d'exclusivité, qu'il écrive ou qu'il n'écrive pas. C'est à se demander ce qu'il a en tête comme vision pour l'univers d'ici pour que Marvel préfère le garder dans cette prison dorée. En attendant, là, ils lui permettent d'en sortir à l'occasion des 50 ans de Wolverine et il va nous faire une mini-série en 4 épisodes dessinée par Edgar Salazar qui s'appelle Wolverine Deep Cuts, qui ramènera Logan en Australie. Il y aura du dent de sabre et par contre, je suis désolé, mais vu la position des personnages sur la couverture, j'ai plutôt l'impression d'être dans une campagne de dépistage contre le cancer de la prostate. Le petit doigt de mon proctologue me dit qu'en plus, c'est recommandé à partir de 50 ans ou alors... Vu le regard coquin de Dents de Sabre, qui a directement la vue sur la carie de Wolverine, on dirait quand même que c'est le départ d'une fanfiction bien mordante. Et en parlant de fanfiction justement, Marvel et Disney continuent de s'accoupler en cocktail bizarre et nous sort un one-shot. Et si Donald Duck avait été Wolverine? Déjà, cela a permis de mettre un pantalon, mais vivement le one-shot. Et si Logan avait été Howard the Duck? Et puis alors... Le retour également d'un grand scénariste, le co-créateur des Tortues Ninja, Kevin Eastman, à l'occasion des 40 ans des Tortues pour un épisode dans un numéro anniversaire. Vous vous rendez compte, ça a commencé comme une parodie de Daredevil et de l'univers Marvel et regardez où ça a terminé. 100% comics. Dans le reste de l'actu comics, Mark Millar continue d'entretenir un drôle de rapport avec DC et Marvel. Déjà qu'il avait dit que si les Big Two partageaient leurs royalties 50-50 avec les créateurs, ça pourrait ravigorer l'industrie. Ensuite, il avait dit qu'il avait peut-être une histoire de Superman à raconter, qu'il a depuis des années en tête chez DC, pourquoi pas. Et puis là, maintenant, il préfère dire qu'il va attendre 9 ans, que Superman tombe dans le domaine public et qu'il pourra payer un bon paquet d'argent des créateurs pour dessiner, des top créateurs pour dessiner son histoire. Alors oui, mais ça serait le Superman d'Action Comics numéro 1, donc celui qui bébé soulevait des fauteuils comme s'il travaillait chez les déménageurs bretons et qui plus tard adulte cassait des bagnoles comme s'il s'appelait Paul Walker. Bon, après, est-ce qu'il vaut mieux ça ou Marvel qui compte littéralement mettre Spider-Man au vert, le vert bouffant, étant donné qu'à l'occasion du Amazing Spider-Man 50, Zeb Wells va transformer Peter Parker en Spider-Goblin à partir du bouffon vert, étant donné qu'on a extrait les péchés de Norman Osborn et qu'ensuite Kraven le chasseur les a injectés directement dans Peter Parker comme un suppositoire de Pandore. Là, rien qu'à vous le dire comme ça me donne autant envie qu'une vaginette en fer barbelé, mais on sait au moins que ça sera beau étant donné que c'est Ed McGuinness au dessin. Chez les indés, Jeff Lemire annonce qu'il va se lancer dans les dessins et dans le scénario aussi de sa nouvelle série, la série qui sera sa plus longue depuis Sweet Tooth, donc ça fera plaisir aux fans. Et puis chez Dynamite, Vampirella sert de locomotive à un tout nouveau label, le label Dynamite Originals, et où l'héroïne sera revisitée par des créateurs tels que Mirka Andolfo, Jay Lee, Stjepan Sevic ou encore Tim Seeley. Ça sera via une campagne de financement participatif. Lisez et bravo d'abord à Cogito Ergo Geek sur Twitter et à Jonathan Delouze sur Facebook. Vous remportez chacun une entrée pour le Paris Fan Festival les 27 et 28 avril prochains, puisque oui, j'ai l'honneur d'y être invité et je suis en train encore de relire toute la bibliographie de Jeff Lobb, étant donné que j'animerai le panel sur sa carrière. C'est un scénariste célèbre pour DC, pour Marvel et aussi un homme de télévision. Il a contribué à Smallville et puis surtout à l'univers de Marvel Television. Et j'aurai l'honneur aussi de participer au panel avec Ivan Kagel et Sullivan Rouault, le boss de iGraphics, iComics, le boss BD chez Brajlon de toute façon, puisque on fera un panel sur Dawn Runner, la prochaine pépite de science-fiction Kaiju versus Mecha par Ramvi et par Ivan Kagel. Et n'oubliez pas qu'on a une petite surprise pour vous. Moi, j'ai l'honneur d'être superviseur, éditeur externe sur le bouquin. Ce sera collector et ça devrait vous plaire. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout, ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas aussi à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. N'hésitez pas à réagir dans les réseaux sociaux aussi pour notamment me laisser vos petits messages pour El Bordo del Pueblo. C'est votre espace de liberté depuis 445 JT quand même maintenant. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Ouest France titre: en moins de 2 heures, une bombe de 220 kg datant de 1944 a été neutralisée. 2 heures pour battre une octogénaire en surpoids, il n'y a rien qui mérite une médaille.